Bonjour Kinneret. Merci à toi de m'avoir invité. Alors tout d'abord, j'ai 49 ans, je m'appelle Johan Sabatier. J'ai grandi à Sarcelles et ça fait bientôt 10 ans que j'ai fait mon Aliyah. Pour moi, le 7 octobre, j'ai pris ça comme excusez-moi du terme, comme un viol. Et en fait, je me suis retrouvé, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors il faut savoir que j'ai un cursus militaire et dans la sécurité protection rapprochée, donc je me suis dit peut-être que je vais aider à faire la sécurité dans ma ville. Et il s'avère que le 8 octobre, il y a eu dans le groupe WhatsApp de la ville, à Shoham, à côté il y a certaines villes arabes à côté, et il y a eu dans le groupe WhatsApp une alerte en disant qu'il y a une infiltration de terroristes dans la ville. Et donc je me suis retrouvé tout bête, moi qui avait l'habitude d'être armé, moi qui avais l'habitude je me suis retrouvé à enfermer ma famille dans le mamad et avoir un couteau. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec un couteau? Après toutes ces images qu'on avait vues, j'ai dit, je vais aider la Kitat Konenout. C'est une sorte de milice de la ville qui s'organise que des volontaires pour aider, pour faire la sécurité dans la ville. Et je me suis dit, avec le cursus que j'ai eu, ils vont m'accepter, il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit, oui, on vous accepte, mais on vous donne pas d'armes. Donc je dis, vous allez me donner un sifflet et je vais dire aux Mechablim, arrêtez-vous. Et donc là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai eu parce que avant la guerre, je m'occupais déjà des Chayalim Bodedim, les militaires qui viennent du monde entier pour faire leur service en Israël. Et j'étais amoureux de ces petits jeunes. Et ces petits jeunes se sont retrouvés en Milouim. Et ils m'ont dit, Johan, il nous manque ça. Il nous manque ça. J'ai dit non, il y a un problème, c'est pas possible. Ce que vous me demandez, des chaussures, des gilets pare-balles, des sacs de couchage, des tentes, je dis c'est pas possible. Comme j'avais l'habitude de les aider, quand ils étaient Chayalim Bodedim, là ils se sont tournés vers moi et me disent, Johan, on a besoin d'aide. Moi je me suis retrouvé tout bête, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors j'ai contacté plusieurs associations, notamment Kelly de Tipat Mazal, parce que pour moi il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a beaucoup on en parlera, comme je t'ai dit, pour moi cette guerre c'est la guerre des femmes. Il y a eu Johanna Beauté de l'association des Chamottes. Il y en a eu beaucoup. Après, je te dirai, il faudra que je les énumère parce que j'ai besoin de le dire. Je sais que ça va prendre un peu de temps, mais il y a des gens extraordinaires que j'ai rencontrés. Mais cette guerre, pour moi, après 7 mois, c'est la guerre des femmes. J'ai jamais vu un élan de solidarité venant des femmes de tous les côtés, pour le repas, pour les aides, pour tout, à n'importe quelle heure. C'était extraordinaire. Le premier appel que j'ai commencé, c'était à Kelly de Tipat Mazal, et qui m'a dit tout de suite, il n'y a pas de problème. Qui est en France. Alors la France a fait beaucoup. Il faut savoir que la France, les associations françaises, notamment le groupe de Bobigny, le groupe de Neuilly, des femmes, mis à part un monsieur qui s'appelle José, et qui faisait les navettes pour déposer, on recevait par valise. On a reçu plus de 3000 valises. Des valises de vêtements, de sacs de couchage, de tentes, de médicaments. Des valises
Incroyable. Et moi, je réceptionnais ces valises et je les dispatchais à l'aéroport. Premier problème que j'ai dû me battre contre le MERES, qui sont les douanes. On reçoit des troumottes, donc des dons, pour l'armée. Et là, on me dit, non, pour l'armée, c'est interdit. Ils me disent, parce que ça doit passer au Misrad Habitachon, le Misrad le ministère de la Sécurité. Je dis, comment ça, mais ils en ont besoin. Non, mais par contre, là, ils me disent, si c'est pour les Kitat Konenut, donc les milices privées, les milices de volontaires des villes, on accepte. Donc, on a dû. Mais c'était toujours cette guerre d'aller expliquer pourquoi, comment, et de donner des papiers, et de donner des signes. Et donc, on est arrivé j'ai récupéré le matériel, j'avais plus de vie. Ma maison était devenue un entrepôt. D'ailleurs, je remercie ma femme, encore une fois, une femme. Je remercie ma femme d'avoir accepté tout ce que j'ai pu lui faire subir. Parce que ma maison, c'était un entrepôt. Il y avait plus de vie et les gens venaient, les militaires venaient. J'allais leur livrer, mais je pouvais pas. Et elle savait que si elle m'interdisait ou elle me disait stop, j'étais comme un lion en cage. Donc, Tu fais ça comme se racheter pas ou t'ailles aussi? J'allais dans les bases. J'ai fait 30 000 kilomètres depuis le début de la guerre. Voilà. Du nord au sud, j'allais dans des endroits interdits. J'ai pas d'armes, j'ai pas de gilet pare-balles, j'ai pas de casque. J'ai HM. Comment on fait rentrer dans les bases? Alors, déjà, le khayal qui t'appelle, ou le mefaked, le responsable, ou le gradé, si tu préfères, il te dit on a besoin de ça, on peut pas bouger parce on est en état de guerre. Et au tout début, c'était un balagan, c'était un fouillis. Et on me faisait rentrer tout simplement. Je disais c'est Johan. Il y avait même ce côté un peu drôle, mais avec le recul, non, où on te laissait rentrer comme ça. Expliquer, ça va être un peu difficile, mais je vais le dire en quelques mots. L'armée, elle n'avait pas prévu une guerre de telle ampleur physique. Ça veut dire qu'ils avaient prévu les guerres de bombardement, de missiles, comme la guerre des étoiles, mais ils n'avaient pas prévu de faire une entrée terrestre. Donc, on avait en stock, d'après les informations que j'ai, des stocks pour 300 000 soldats. Et il faut savoir qu'il y en a eu 420 000. Donc 120 000 de plus. On est le seul pays au monde où on demande 300 000 soldats, on en a 400 et quelques mille. Donc ça, c'était extraordinaire. Il y a eu beaucoup de volontaires. Et il faut savoir que ces stocks, c'est des stocks qui datent d'il y a 20 ans. Qui sont obsolètes. Alors, au début de la guerre, je veux bien qu'on se dise, on a été pris de court, qu'on a aidé. Mais là, ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois, et il y a toujours cette demande. Alors, c'est pas qu'ils n'ont rien. Je le répète. Ils ont. Mais c'est pas le dernier cri. Il faut savoir que les casques qu'ils ont ne protègent pas des balles. Il est réservé aux sadirs. Donc les sadirs, c'est les jeunes qui font leur service militaire. Tout ça parce que les sadirs, ils sont sous la coupelle de l'État, sous la tutelle de l'État. Donc l'État ne peut pas se permettre de leur fournir du matériel obsolète. Et ceux qui sont laissés à l'abandon, c'est les milouim. Parce que les milouim, en fait, on a l'impression qu'ils viennent nous rendre service. Alors ils viennent rendre service, bien sûr, mais ils sont obligés de le faire. Parce que s'ils le font pas, il nous manque des soldats. Et donc les milouim, ce qui est beau, c'est que ils me disent, en réalité, si tu peux nous aider, aide-nous. Mais même en tongue, on ira. Et ça, c'est pour ça que je pouvais pas dormir. Il fallait que je trouve des solutions
Et j'ai gratté à toutes les portes. Et j'ai eu beaucoup d'aide. Je suis pas affilié à une association ou un groupe. Je suis là pour mon peuple et pour cette armée. Et je suis en direct avec les militaires. Parce que si on écoute les hauts gradés, oui, on a besoin de rien. Alors faut le savoir, c'est normal qu'ils vont dire qu'on a besoin de rien. Parce qu'ils veulent pas passer pour des miskines, des pauvres. Non. Ils n'ont pas le droit de faire appel à tout simplement parce que je suis civil. Et que eux, ils sont militaires. Et donc, ils doivent faire, alors, c'est comme dans toutes les bureaucraties, ils doivent faire la demande par leur RASAP, qui s'occupe de la logistique. Mais comme il m'a dit le RASAP, en gros, s'il fait la demande aujourd'hui, peut-être qu'il l'aura d'ici 1 an. Alors, le temps que ça passe dans tous les... Donc, ils ont passé outre les RASAPim, les Mefakdim, ils ont passé outre les lois de l'armée, parce que ils pensent à leurs soldats. C'est même pas du confort. Là, on parle de sauver une vie parce que un casque, un gilet pare-balles, ça sauve la vie. Des chaussures. Alors, au début de la guerre, c'était beaucoup le matériel pour le froid. Ils avaient froid, les soldats. Ils avaient des sacs de couchage d'il y a 20 ans aussi. Donc, ils avaient pas de tente. Pour une anecdote, moi, là où j'ai eu les boules, et je le dis, c'est qu'il y a même pas 3 semaines, l'État a acheté 40 000 tentes pour les gens de Gaza. C'est les réfugiés. Non, parce qu'on peut croire que les réfugiés, c'est ceux qui ont été déplacés. Pour ceux qui habitent à Gaza, les Palestiniens, quoi. Et ben voilà, les Gazaouis. Parce que on a détruit leur maison, et donc ils leur ont donné des tentes. Alors, il faut savoir que justement, c'est pour ça que j'ai eu les boules, c'est que nous, on a dû acheter 1000 tentes qui sont venues de France, et aussi en Israël, pour donner à nos militaires. Parce que, on le montrera certainement dans les vidéos, les militaires dormaient avec l'eau dans les tentes. C'est des tentes d'il y a 20 ans. Je sais pas si vous imaginez, on a des tentes maintenant modernes qui s'ouvrent en 2 minutes, et eux, ils ont les tentes à l'ancienne avec le côté en pente. C'était horrible de voir ces images, de voir ces gars. Alors, pour moi, non. Mais non, c'est pas normal parce que c'est à l'État de le faire. On paye cet État, on paye des impôts, on paye des taxes. Mais en même temps, je crois que l'État, il s'est reposé sur les associations, sur les gens qui aident, et il s'est dit, on va les laisser faire. Et c'est pour ça qu'ils ferment les yeux. Parce qu'ils le savent très bien, il y a des vidéos qui tournent, il y a des remerciements, il y a des... Mais c'est de l'argent qui sort pas de leur poche. C'est de l'argent qui sort de la poche des donateurs. Et donc, non, c'est pas normal. Alors, le moral des militaires, il est reparti un peu depuis qu'on est rentré à Rafia. Mais il faut savoir que ça soit le moral des militaires ou même des associations ou même de moi-même, lorsqu'on est sorti de Gaza, j'ai dit j'arrête. Je fais plus rien. Et les militaires pensaient la même chose. Dans la mesure où ils se disaient on est mort pour rien. On n'a pas respecté ces soldats. On n'a pas respecté ces soldats. Il y a eu plus de 600 morts. À l'heure actuelle, beaucoup plus. Mais pour rien. Pourquoi on est rentré dans Gaza pour ressortir? Alors c'était quoi leur but? Pourquoi? Leur mission, c'était d'éradiquer le Hamas, de récupérer les otages. On n'a ni éradiqué le Hamas, ni récupéré les otages.
Franchement, j'espère, mais je pense pas. Et je sais que je vais ramasser des critiques, mais c'est, à mon avis, s'ils sont en vie, pour moi, ça serait d'un mort-vivant. Parce que ils ont dû leur faire subir tellement d'horreurs que... Excuse-moi. Mais les soldats, ils ont repris confiance. Ils ont repris confiance en eux. Ils ont l'impression qu'ils vont faire quelque chose de grand, et je pense qu'ils vont le faire si on les laisse faire. Faut laisser les soldats. Moi, j'ai cette image où, en fait, on a une armée qui est puissante, on a la raison avec nous. On n'est pas en train d'attaquer, on est en train de se défendre. Et cette armée, pour moi, c'est comme un pitbull auquel on a mis une muselière. Ils peuvent pas faire ce qu'ils ont à faire. On leur laisse pas. Les Américains nous donnent des ordres, les Européens nous donnent des ordres. À un moment donné, laissez-nous faire notre boulot, on connaît. Et moi, je peux te dire que si ça avait été une armée américaine ou française, on les a vus, en Irak, en Afghanistan, c'est pas 600 morts qu'ils auraient eu, c'est 100 morts par jour. Mais nous, notre armée, elle est unie, elle est extraordinaire. Je suis amoureux de mon armée, je suis amoureux de mon peuple, et faudrait que je t'invite d'ailleurs à venir dans une base. Je t'explique, quand j'arrive leur donner du matériel, ils me reçoivent comme si j'étais un machiar. Voilà. Ils me sortent le manger. Ils ont pas de manger. Ils me sortent le peu de manger qu'ils ont. C'est incroyable, c'est incroyable. Tu vas voir, tu vas dire, mais c'est pas possible. Faut savoir qu'il y a même du manger qui manque. Il y a, pour Pessah, il y a un mefaket qui m'appelle, il m'a dit, on n'a pas été livré des œufs. Alors déjà, Pessah, ils mangent pas beaucoup de choses, les militaires. Et là, ils avaient pas d'œufs. J'ai dû acheter moi-même, j'avais pas le temps de récupérer de l'argent, avec mon argent personnel, 50 plaques d'œufs pour aller leur donner. L'armée, elle est extraordinaire, et j'en veux au gouvernement. C'est pas que vous avez pas d'argent, puisque si vous me dites que vous avez pas d'argent et que vous achetez 40 000 tentes à 1 000 €, et que moi j'ai dû acheter 1000 tentes, il y a un problème. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous laissez cette armée à l'abandon? Je vais te donner un exemple, tout bête qui me vient à l'idée. Vous avez eu, je donnerai pas de nom parmi vos soldats, un garçon qui est venu, et il est sorti de l'armée, il a fini sa mission de Milouim, et il avait besoin de soins psychologiques, ce qui arrive beaucoup. Et vous savez ce qu'elle lui a donné, l'armée? 1500 shekels, c'est-à-dire 300 € pour faire des soins psychologiques. Alors ça fait 2 à 3 séances. Et ils ont besoin de minimum au moins 10 séances et d'un suivi et surtout qu'ils sont laissés à l'abandon. Après, une fois qu'ils ont fini leur mission de Milouim, on les laisse. Je pense que oui, et j'en ai beaucoup. Alors, chacun à son niveau. Il y en a qui ont eu la rage parce qu'ils n'ont pas pu intervenir. Il y en a qui ont eu la rage parce que... c'est surtout parce qu'ils n'ont pas pu intervenir, et il y en a aussi parce qu'ils ont vu des morts. Exactement, c'est ce qui s'est passé sur la frontière libanaise, beaucoup, où ils recevaient des roquettes, des balles, des tirs, et qu'ils avaient ordre de se mettre à couvert et de pas riposter. Et ça, c'est très très dur pour un militaire. C'est très très dur parce qu'en fait, on est là pour prendre des balles. Alors il faut savoir que la frontière libanaise, au tout début de la guerre, les snipers du Hezbollah avaient détruit toutes les caméras. Il faut savoir que c'est la crainte qu'il y avait, c'était qu'il se passe comme le 7 octobre, de l'autre côté, parce qu'on n'avait plus de caméras. Et il n'y avait pas de drone. C'est nous, notamment avec Johanna Beauté,
de l'association Neshamot qui avons acheté des drones pour leur permettre de voir ce qui se passait sans être en première ligne. Parce que normalement, ils se mettent avec les... pour assurer la sécurité. La leur et celle de l'État. Parce qu'ils sont à la frontière. Si les mecs, ils rentrent... Moi, je peux te dire que nous, on en a fourni et chaque drone vaut 40 000 shekels. C'est pas le drone qu'on va acheter au magasin de jouets. On en a fourni 4. D'ailleurs, au bout d'une semaine, ils en ont détruit un, les snipers. Et aujourd'hui, il y a eu une association américaine qui a fourni 70 drones à $10 000. Et, je vais te le dire, je dois en récupérer 6 qui ont été bloqués à la douane parce qu'ils veulent qu'on paye le MERES. Donc 6, ça fait $60 la taxe. Pour les... Ouais, mais t'as pas le droit de le dire. On doit pas le dire que c'est pour les soldats. Voilà. Mais voilà. De ce que je sais, c'est que déjà, alors il faut savoir qu'il y a des soldats qui ont déjà qui sont sortis de Milouim et qui ont des dates de confirmation pour retourner en août, en juillet, en juin, même en septembre, et il y en a même en décembre. Donc ça veut dire que pour l'État, la guerre va continuer. On va arrêter. On n'a pas besoin des Américains. On a l'arme absolue. On a Hachem. On a besoin de qui ? Il faut savoir que toutes les guerres qu'on a gagnées, on les a gagnées 2 tanks contre 300. On avait peur de personne. Pourquoi on va avoir peur ? Pourquoi maintenant on va craindre ? On est obligé d'attendre les Américains ? C'est eux qui doivent nous attendre. C'est nous qui les protégeons, les Américains. C'est pas eux qui nous protègent. Et leurs armes, on n'en a pas besoin. Parce qu'on a l'armée la meilleure du monde. Si tu vas dans la rue, il y a personne qui te dira. Tout le monde veut qu'on rentre en guerre. Pas qu'on rentre en guerre parce qu'on s'est défendu. On s'est défendu. Mais qu'on rentre pour protéger nos enfants, pour protéger notre pays. On a un pays qui est tout petit. Il faut voir que tout le monde parle d'Israël. C'est devenu... alors qu'il y a des génocides dans le monde entier qui se font librement. Non, c'est Israël. Arrêtez. Alors, on est en train de monter, tout le monde connaît Yad Sarah. Yad Sarah, c'est une association qui donne du matériel gratuitement, prête du matériel gratuitement aux gens qui en ont besoin. Et là, depuis le début de la guerre, que je t'explique comment ça se passe. Quand tu donnes du matériel, c'est pas du matériel militaire, donc il appartient pas à l'armée. Donc quand nous, on a donné le matériel au tout début de la guerre, on l'a donné à des militaires. Ce militaire-là, quand il a fini sa mission, il rentre avec à la maison. Mais pendant ce laps de temps, il y en a d'autres qui sont envoyés et qui nous ont redemandé. Sauf que les dons, à un moment donné, ça me nuise et ça devient de plus en plus dur. Donc, avec Nathan de l'association Keren Or Kessaria, et plusieurs amis, notamment Martine, et Kachi et Sarah, on a décidé de faire un Yad Sarah pour les militaires. C'est-à-dire de créer un endroit où ils viendront récupérer du matériel et nous le rendre une fois que leur mission sera terminée, qu'on puisse le donner à une autre. Alors là, on a déjà en vue d'acheter 300 casques. Dans les jours à venir. On a eu, Baruch Hashem, des donateurs qui se sont réveillés pour après ce mouvement, parce que pendant un moment, les dons, ils étaient arrêtés. Quand il n'y avait plus la guerre, enfin, il n'y avait plus la guerre, tu vois, même moi je dis, quand on était sortis de Gaza, les gens, ils étaient, c'est bon, il n'y a plus la guerre. Et là, il y a eu encore un élan de solidarité, les gens, ils se sont dit, on y va, parce que ils ont été remotivés. Même si on a acheté 300 000 casques, et que ces 300 000, on a sauvé une vie,
j'ai réussi ma mission. Et là, je peux te dire que je suis le plus heureux. Et je te donnerai aussi des vidéos, justement, où le soldat explique qu'un des casques a sauvé sa vie. Donc j'ai dit, waouh, on continue. Et donc, voilà, j'ai trouvé sur mon chemin des gens extraordinaires, et je tenais, si tu le permets, à les remercier. Alors, il y a une liste qui est extraordinaire, et tu verras que dans cette liste, il y a peut-être 3 hommes. Et le reste, c'est que des femmes. Donc, il y a Kelly et Ornella de Tipat Mazal. Il y a Johanna Beauté de Neshamot. Il y a Joyce, Sharon, Johan, Orly, Jonathan, Shirley, Alex, Eva, Johanna, Esther de l'équipe de choc. Il y a Cathy, Sarah, Nathalie, José et Dan de l'équipe de Bobigny. Et Marie aussi, j'oubliais, de l'équipe de Bobigny. Il y a Martine et les cops de Neuilly. Il y a Nathan de l'association Kerenor Kessaria avec qui on est en train de créer le nouveau Yad Sarah. On sait pas encore le nom, mais tu seras la première à le savoir. Il y a Mordechai et Cathy d'Israël Éternel qui font un travail extraordinaire. Il y a MK Info. Il y a Ingrid Les Bons Tuyaux. Il y a Johanna de l'association Les Vavot, que tu as interviewé, qui est extraordinaire aussi. Il y a David de Food and Shape. Il y a Elodie et les femmes de Natania. Il y a Simon Athias, Nono Cario, Richard Benfredge, Franck Bem. Et je tenais aussi à te remercier, toi aussi particulièrement, parce que tu as été une des premières que j'ai sollicitées, qui m'a fait rencontrer Johanna de Les Vavot. Et tu as fait un travail extraordinaire. Merci à toi, Kinneret. De toute façon, les gens qui te connaissent le savent. Tu as tout fait pour donner à ces soldats à manger. Tu as mis en rapport, tu as fait des dons personnels. Donc voilà, je te remercie aussi au nom de toute l'armée, au nom de tout... J'espère. On attend Mashiach.